bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au sport féminin. Le sport féminin, nouvel Eldorado du sponsoring. Longtemps limité au tennis, le sport féminin est de plus en plus présent dans les médias et les Français aiment ça. Souvenez-vous du carton d'audience de la dernière Coupe du Monde de football féminin. Le public a été tellement nombreux que TF1 a presque doublé le prix de ses spots publicitaires pendant la compétition. Et puis, quand on regarde ces chiffres, on se dit que ce n'est qu'un début, qu'une dynamique réellement et véritablement est enclenchée. 84% des Français regardent avec autant de plaisir le sport féminin que le sport masculin et 69% des Français ont une meilleure image d'une marque engagée dans le sport féminin. Alors justement, pour parler du sponsoring féminin, ses enjeux, le budget consacré, l'intérêt croissant du sport féminin, je suis accompagnée d'abord par Anne-Stéphanie Pierry. Bonjour Anne-Stéphanie. Bonjour. Vous êtes la directrice de la communication de Butagaz. Butagaz, c'est le sponsor officiel de l'équipe de hand féminine et vous nous direz pourquoi justement vous avez choisi d'axer votre communication sur cet événement sportif féminin. À vos côtés, Arnaud Ponroy. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes président du Nantes Atlantic Handball. Même si une dynamique est enclenchée, c'est quand même parfois un peu laborieux et difficile de trouver des sponsors. Vous nous expliquerez tout ça tout à l'heure. Et enfin, bonjour Jackie. Bonjour. Vous êtes Jackie Soulard, président de l'association FC Nantes, qui est donc notre invité. Oui, pour atteindre le niveau des filles de l'Olympique lyonnais ou du PSG, il y a encore un long chemin à parcourir et vous vous battez justement pour essayer de faire évoluer votre club de foot féminin. Tout à fait, oui, il y a encore un très très long chemin en effet. On verra de ça tout à l'heure. Oui. Tout de suite, pour se mettre dans le bain, on va voir comment ça se passe dans le basket, où parfois les budgets font le grand écart. Reportage en marge d'un match entre les filles de Nantes et Basket et les Lyonnaises de l'ASVL, une équipe les plus riches de France, parce qu'elles sont financées et présidées par Tony Parker. C'était il y a quelques semaines dans la salle Tocadière. Maxime Buchot, on regarde. Depuis qu'il a repris le Nantes Basket il y a un an, le président Jean-Pierre Siglia passe le plus clair de son temps en dehors des parquets. La situation financière du club est préoccupante. En 5 ans, le sponsoring privé a baissé de 12%. Aujourd'hui, les 3/4 du budget sont assurés par des partenaires publics. Ce qui manque au club, c'est des sponsors de référence, on va dire, avec des niveaux financiers qui seraient supérieurs à ceux qu'on a aujourd'hui. Donc on a évidemment des gros sponsors pour nous, à quelques dizaines de milliers d'euros. Je pense qu'on est le seul club de ligue qui n'a pas un sponsor à plus de 100 000 euros. Avec un budget de 1,2 million d'euros, soit 650 000 euros sous la moyenne, le NRB figure parmi les petits poussés de la première division. Face aux mastodontes du championnat, survivre dans le sport de haut niveau est de plus en plus compliqué, car qui dit petit budget dit petit salaire, une situation qui rend le recrutement plus difficile. Il faut avoir, on va dire, des goûts un petit peu atténués. On ne peut pas envisager de recruter n'importe quelle joueuse. Il y a des joueuses qui nous sont inaccessibles. Et en plus, dans ces joueuses qui nous sont accessibles, mais à moindre coût, il faut être attractif sur le projet sportif. Ce soir-là, le NRB en blanc reçoit l'Asvel en noir. Le club, présidé et financé par Tony Parker, le club le plus riche du championnat. Sur le parquet, c'est le choc des budgets. Côté Asvel, 12 joueuses professionnelles. Côté Nantes, seulement 7 et une masse salariale 4 fois inférieure à celle de son adversaire. Certains jours, il faut reconnaître, ils ont la vie un peu plus facile que nous. Bon, ils ont la capacité, avec Tony Parker, d'être très attractifs. Donc moi, je souhaiterais d'ailleurs qu'on ait des personnes qui soient plus attractives à mes côtés ou à ma place, qui nous permettent de trouver plus facilement de l'argent. Résultat, Nantes s'incline 72 à 78, mais pour le club, l'essentiel n'est pas là. En attirant 2300 spectateurs dans sa salle de la Trocardière, le NRB a peut-être poussé quelques investisseurs à jeter un œil au basket féminin. Jackie Soulard, en tant que président de l'association FC Nantes, vous ressentez le même problème que le club de basket ?
Oui, tout à fait. De toute façon, sans des budgets très forts, on ne peut pas aligner de très bonnes équipes. Et aujourd'hui, la recherche de sponsors est quelque chose de primordial pour nous. Mais on n'a pas suffisamment d'espace, je veux dire, à leur proposer pour pouvoir demain faire des propositions dignes d'un budget colossal. Mais bon, aujourd'hui, si on veut s'aligner sur des équipes comme Lyon, Paris, Montpellier, qui ont des très forts budgets et qui ont des très fortes rentrées de sponsoring, on est obligé de passer par là. Mais malheureusement, on n'a encore pas suffisamment l'aura pour pouvoir attirer les sponsors qui, demain, pourraient venir nous aider financièrement. Pourtant, le sport féminin est en vogue en ce moment. On note 20% de plus de licenciés entre 2007 et 2015. Ça montre que le sport féminin est regardé, est attiré par tout le monde. Donc, ça devrait vous aider à trouver des sponsors. Aujourd'hui, il y a un intérêt pour le football féminin et le sport féminin en général. Mais la Coupe du Monde a boosté tout ça. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est pas le souci, c'est qu'on ne peut pas, on n'a pas le retour médiatique par rapport à ce que peuvent attendre des gros sponsors. On n'a pas de télévision, ce qui est le cas en D1 féminine, mais pas en D2. Donc, toutes ces choses-là font que les sponsors ne sont pas forcément attirés par ce qu'on pourrait leur proposer. Le plus gros sponsor maillot des filles rapporte 30 000 euros par an. C'est 100 fois plus chez les garçons. C'est un écart énorme. Ah oui, vous réagissez comment face à ces chiffres? Pour l'instant, on réagit. On est déjà content d'avoir ça. Et on réagit. Je pense que notre progression et notre montée peut-être en Ligue 1 dans les années à venir fera qu'on aura des propositions supérieures à faire à nos sponsors. Mais aujourd'hui, on peut pas lutter. C'est pas possible. Vous n'arrivez pas à vous battre? On n'arrive pas à se battre, on n'a pas l'exposition, de toute façon nécessaire, qui pourrait attirer les sponsors. D'accord. Et alors, la médiatisation, c'est vraiment la nerf de la guerre pour pouvoir justement après attirer des nouveaux sponsors. Qu'est-ce qu'il recherche un sponsor? Il recherche de la visibilité, donc automatiquement, c'est ce qu'on pourrait lui apporter. Si on prend la D1 aujourd'hui qui est télévisée, c'est un plus pour les sponsors. Nous, aujourd'hui, c'est uniquement de la presse. Bon, c'est pas suffisant, c'est pas ce qu'ils attendent, quoi. Le FC Nantes, vous avez un budget aujourd'hui par an de 400 000 par an. Un petit peu plus cette année. Un petit peu plus, combien? Autour de 650. D'accord. Et comparativement, c'est quand même 9 millions, on regarde ces chiffres, pour l'Olympique lyonnais, 7 millions pour le PSG. On est dans deux mondes totalement différents? Complètement. Si on veut demain lutter avec ces équipes-là, ça sera nécessaire de monter des très très gros budgets. On n'en est pas encore là, mais on y travaille et on va essayer de pouvoir gravir les échelons du mieux possible. Comment vous faites pour justement espérer arriver à 7, voire 9 millions? Aujourd'hui, c'est la SASP, le club professionnel, qui vient de subvenir à nos moyens, parce que le sponsoring ne peut pas nous combler le déficit, mais dans les années à venir, on espère pouvoir attirer des sponsors suffisants pour pouvoir gonfler notre budget. Et quelles seraient, pour terminer, les 3 bonnes raisons d'investir dans le sport féminin pour une marque et pour donner envie aux téléspectateurs qui nous écoutent d'investir? C'est pas évident, je veux dire, c'est plus les affinités qu'il peut y avoir. Aujourd'hui, c'est plus de l'affinité, c'est plus du partenariat que du sponsoring. Les gens qui nous ont rejoints en sponsoring sont des gens qui sont sympathisants du club, en général, aussi bien professionnels que du club, que la section amateur et des féminines. Donc c'est plus par rapprochement au club qu'on a réussi à avoir des gens. Mais autrement, c'est très, très difficile à vendre notre produit. On va écouter à présent l'avis d'une experte qui va nous expliquer pourquoi et quelles sont les motivations des marques à sponsoriser le sport féminin. Il s'agit de Magali Tesna Dumoncel, déléguée générale de Sporora, experte dans l'économie du sport. On considère que le sponsoring du sport féminin, des sports 100% féminins, c'est moins de 20% des sommes consacrées au sponsoring qui vont au sport féminin. Alors, c'est des choses qui évoluent. On n'a pas d'études très, très récentes. Et ça a énormément évolué sur les toutes dernières années, et notamment avec 2 beaux namings récents en foot féminin avec Arkema et puis Butagaz avec la Butagaz Energy League en handball. Donc là, on n'a pas les derniers chiffres, mais effectivement, c'est un pourcentage qui est amené à évoluer.
Le marketing sportif, de façon plus globale, sert des enjeux bien plus larges que des enjeux uniquement de visibilité et de notoriété de marque, mais on va aller sur des objectifs de préférence de marque, d'engagement. Ça peut servir des engagements aussi RSE des entreprises. Ça peut permettre de travailler sa marque employeur, de servir à l'engagement des collaborateurs. Le sponsoring est préféré à la publicité, parce que effectivement les fans, les spectateurs, les téléspectateurs voient bien qu'il y a un engagement de la marque. En termes de retour sur investissement pour une marque, il sera supérieur si vous êtes, ou il sera inférieur si vous êtes 15 à vous partager la visibilité et l'exposition liée à la plateforme sportive que si vous êtes 5. Donc c'est sûr que ce que l'on dit aussi effectivement en termes de retour sur investissement sont des sommes qui sont inférieures. Et puis avec des territoires qui sont pas encore trop préemptés, donc ce qui crée effectivement de belles opportunités pour les marques. Arkema ou Butagaz, on en a énormément parlé. Arnaud Ponroy, vous qui êtes le président du Nantes Atlantique Handball, en quoi est-ce important pour votre club le sponsoring féminin ? Le sponsoring, ça fait vivre un club, puisque c'est de l'argent qui rentre. Aujourd'hui, le business model des clubs féminins et de beaucoup d'autres sports, à part le football et le rugby, c'est un peu d'argent public, un peu de mécénat et un peu de sponsoring et un peu de billetterie. Donc, il faut arriver à rétablir ces équilibres et faire que l'argent privé et l'argent de la billetterie, l'argent des partenaires augmente de plus en plus pour arriver à combler l'argent public qui se fait de plus en plus rare et à juste titre, et pour arriver à subvenir aux besoins d'une équipe professionnelle qui coûte de plus en plus cher. Pourquoi ça coûte de plus en plus cher depuis quelques années? Parce que les joueuses coûtent de plus en plus cher? Parce que quoi? Tout coûte plus cher. Quand j'ai démarré il y a 10 ans, on avait un entraîneur. Aujourd'hui, on a un entraîneur adjoint, un entraîneur de gardien, un préparateur physique, des kinés, des médecins, etc., etc. Donc l'encadrement coûte plus cher. Les rémunérations des joueuses progressent. C'est combien à peu près la rémunération d'une joueuse? Alors la rémunération moyenne d'une joueuse de handball féminin en France, on doit tourner à 2 500 € net par mois. Donc on est très très loin de ce qui se pratique dans d'autres sports, mais c'est une moyenne. Donc vous avez des joueuses qui gagnent moins et des joueuses qui gagnent beaucoup plus, mais c'est une moyenne. D'accord. Vous, votre budget par an, c'est 1,8 million d'euros, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et c'est rien comparativement à un club de foot en 4e division, c'est à peu près 4 millions, ou même le club de hand masculin qui est au même niveau que vous, mais qui lui dispose de 4 à 5 millions d'euros par an. Il y a un gros écart. L'écart, on pensait qu'il allait pouvoir se combler plus rapidement que ça, et on voit que même si nous, nos budgets progressent, le budget ou les budgets des sports masculins progressent encore plus vite. Il y a une certaine frénésie qui s'est créée autour du sport et dont les garçons profitent en priorité. Maintenant, à nous de faire le boulot pour arriver à combler cet écart et faire que petit à petit, le sport féminin puisse avoir des budgets, si ce n'est équivalents, au moins qui s'en rapprochent. Et à tous les niveaux, il y a une discrimination entre le sport masculin et le sport féminin? Il y a je ne sais pas si on peut appeler ça de la discrimination, mais il y a très clairement des écarts, même au niveau de l'argent public, qui se devrait normalement d'être à peu près à parité et équilibré, ne l'est pas, puisqu'on voit que les subventions publiques sont plus fortes sur le sport masculin, et notamment à Nantes, ce qui est, à mon sens, une injustice, mais ça je la dénonce depuis de nombreuses années, mais c'est un état de fait, et déjà pour arriver à progresser, il faut avoir un outil. Parce qu'on voit bien que l'outil fait qu'on a des partenaires qui viennent. Et je crois qu'à Nantes, globalement, tous les clubs professionnels de haut niveau ont un outil de qualité. Pourtant, votre club n'est quand même pas si mal loti. C'est un budget de 1,8 million. Brest, c'est 5 millions. Metz, c'est 3 millions. Mais il y a encore des clubs qui ont encore moins de budget. On trouve toujours plus malheureux que soi et plus heureux. Non, mais c'est une certitude. Ça ne se situe pas si mal, c'est ce que je veux dire. Non, on a un budget qui est tout à fait correct, mais quand j'ai repris le club il y a une dizaine d'années, avec 1,8 million, on était champion de France.
Et depuis, il s'est passé des choses, puisque aujourd'hui, pour être champion de France, il faut être pas loin de 5 millions. Donc les choses ont beaucoup progressé et vont plus vite que ce qu'on est capable de faire. Donc il faut arriver à suivre et à alimenter la chaudière. C'est pas toujours facile. Et c'est difficile de trouver les sponsors. Oui, c'est difficile, mais déjà, si on a un outil de qualité, c'est-à-dire un gymnase, enfin, je ne sais plus comment on appelle ça, là, une arena de qualité, avec des espaces VIP, avec tout ça, on est déjà en situation beaucoup plus confortable. Après, il faut que le public vienne, et pour que le public vienne, il faut que le spectacle soit au rendez-vous. Donc c'est un cercle vicieux parce qu'il faut que... Ou un cercle vertueux, ça dépend de quel côté vous vous placez. Ça dépend, mais pour que les joueuses soient bonnes, il faut qu'elles soient bien payées. Et donc si les joueuses sont bonnes, il y aura plus de victoires et forcément les gens viendront plus. Alors la qualité de jeu n'est pas forcément liée à la rémunération. Moi je connais des joueuses qui ont des rémunérations modestes et qui sont de très très bonnes joueuses. La rémunération vient avec la notoriété. Et effectivement, une joueuse qui a une forte notoriété, qui est notamment en équipe de France, et peut-être un peu plus talentueuse qu'une autre, mais pas forcément beaucoup plus, mais coûte infiniment plus cher parce qu'elle a cette notoriété qui fera aussi que les gens viendront la voir. D'accord. Et parmi vos sponsors, il y a Butagaz, justement l'image qui est Butagaz qui donc est votre premier sponsor. L'image portée. Je rectifie juste, Butagaz n'est pas le sponsor partenaire de notre club. Non, il est partenaire de la Ligue féminine de handball, de l'ensemble des clubs de première division. Donc de votre club indirectement. Donc de notre club indirectement, mais c'est pas un partenaire du club. On le regrette, hein, mais... Un jour, peut-être. L'image portée par la femme sportive commence donc à trouver un écho dans notre société et il est tout naturel pour des régies marketing des entreprises de s'y intéresser de plus près afin de pouvoir toucher une nouvelle tranche de la population. Donc c'est le cas de Butagaz. Anne-Stéphanie Pierry, vous êtes la directrice de la communication et votre marque soutient donc le hand français. Ça représente entre 10 à 15% du budget communication de Butagaz et c'est un engagement sur 3 saisons et cette année le groupe est allé encore plus loin en s'engageant aux côtés de la Ligue féminine de hand LFH pour donner naissance à la Ligue Butagaz Énergie. Expliquez-nous le choix de ce naming. Alors, l'engagement de Butagaz aux côtés du handball français, hein, il date de 2017, donc il a déjà 3 ans derrière lui. On est extrêmement content de ce rapprochement avec le monde du handball. Et en fait, ce qu'on a cherché à faire avec ce naming, c'est aller davantage dans les territoires. Ça a été notre démarche de départ. Butagaz, c'est une marque... proche des Français, c'est une marque en pleine transformation qui veut être reconnue comme un acteur multi-énergie. Et donc, notre volonté, c'était de se rapprocher des territoires. On a choisi de se rapprocher des équipes féminines parce qu'on s'est aperçu au cours de ces 3 années aux côtés du handball français que c'était les femmes qui en avaient le plus besoin. Et on trouve qu'il y a beaucoup de femmes de talent dans le handball féminin et en particulier dans la Ligue féminine de handball. Et on avait envie de leur donner plus de moyens, plus de visibilité. C'est ce qui explique en fait notre choix de faire ce naming. Et puis il s'est avéré également qu'il n'y avait pas en France de sport collectif féminin bénéficiant d'un naming. Et on trouvait que c'était une belle idée de faire bénéficier au handball, de faire bénéficier d'un naming, la Ligue Butagaz Énergie. C'est une bonne affaire. Je pense que c'est une bonne affaire à la fois pour le handball féminin et la Ligue féminine de handball et pour Butagaz. Oui, c'était une belle expérience commune. C'est une belle expérience Quand commune. vous investissez dans une telle opération, vous visez plutôt la championne sportive ou la femme sportive en général ? Nous, ce qu'on vise, c'est l'ensemble. C'est-à-dire que c'est à la fois de porter, je dirais, l'exploit, le talent de ces sportives, et puis également le talent de ces femmes. Enfin, nous, on ne fait pas la différence entre la femme et la sportive. On veut, je dirais, reconnaître et valoriser, donner de la visibilité à l'ensemble. Et ça s'engage aussi dans un changement, finalement, de Butagaz complètement qui sort un peu de son activité traditionnelle de gaz et d'électricité. C'est aussi
pour montrer ce que fait désormais votre marque. Oui, absolument. Alors, Butagaz, c'est une marque que tous les Français connaissent, c'est une marque patrimoniale. Et le fait de, effectivement, se faire connaître au travers du sport, c'est une manière pour nous de montrer que l'on change, que maintenant, Butagaz, c'est autre chose que la petite bouteille bleue iconique. C'est aussi de l'électricité, du gaz naturel. C'est de l'énergie au sens large. Et quoi de mieux que le sport pour incarner l'énergie, voilà. Et le sport féminin, ça permet de porter également l'engagement sociétal de l'entreprise, son envie de s'engager auprès des femmes, démontrer qu'il y a des femmes de talent. Voilà. Dans l'entreprise Butagaz, on a 50% d'hommes et de femmes au COMEX, par exemple, 4 hommes, 4 femmes. On a un excellent indice de parité homme-femme dans la rémunération, 92/100. Donc, enfin voilà, on est une entreprise qui vit, je dirais, qui valorise le talent féminin, et on le fait aussi dans nos engagements sportifs. Et aussi, quelles sont les retombées constatées en termes aussi de la RSE, en termes de valeur? Vous avez pu chiffrer ou mesurer? Alors, on a eu énormément de retombées parce que, comme je vous le disais, on a fait ensemble le premier naming d'un sport collectif féminin. Donc, ça a été un vrai événement dans le monde sportif, comme le précisait Magali de Sportsora tout à l'heure. Donc, ça a été un premier point qui a été pas mal souligné par la presse et sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a eu aussi un événement au moment de l'annoncer de ce naming qui a été on a cru que la Ligue ne bénéficierait plus de télédiffusion. Donc, ça a été quand même... il y a eu un certain émoi autour de ça. Puis, finalement, on s'est mobilisé, sponsors, pouvoir public, autour de cette question de la télédiffusion de ce sport féminin. On a trouvé ensemble une solution. Et donc, maintenant, une bonne partie des matchs de la Ligue sont télédiffusés sur Sport en France. Et donc, je dirais que là aussi, ça a pas mal fait parler du handball féminin et de la Ligue féminine du handball. Bref, beaucoup de retombées médiatiques au moment du lancement de la saison. Beaucoup de retombées positives également auprès des collaborateurs, des clients, des partenaires que l'on invite au match. Donc là, en fait, on fait vivre l'émotion du sport, et ça, c'est beaucoup de retombées, je dirais, plus qualitatives auprès de nos partenaires et de nos parties prenantes. Et puis, bien sûr, tout ça rejaillit sur l'image de la marque. Il y a une chaîne dédiée rien que pour le hand? Alors, il n'y a pas de chaîne dédiée au hand. Il y a une chaîne qui s'appelle Sport en France, qui rediffuse une multitude de sports, dont le handball, dont la Ligue 1 de handball féminin. Voilà. D'accord. Et vos ambitions pour le futur? Nos ambitions pour le futur, c'est de continuer à faire vivre ce partenariat. Nous, on trouve qu'il est extrêmement riche, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, continuer à activer notre présence sur le terrain lors des matchs. On continue à être aux côtés des équipes de France également, féminines et masculines. Donc, notre ambition, c'est de continuer à faire vivre ce partenariat sous plein de formes. Et là, on vient de lancer un concours d'écriture. Donc, en fait, c'est le faire vivre en dehors des terrains, de relier le sport et la culture, et donc de créer un concours d'écriture autour de l'attachement au territoire. Et on a monté ça avec 2 clubs de hand féminin qui ont souhaité participer à l'opération. Le club de Fleury, notamment, et de Chambray-les-Tours. Donc ces 2 clubs vont nous accompagner dans le montage de ce concours d'écriture autour de l'attachement au territoire. Arnaud Pourroy, justement, quand on parle de territoire, au niveau local, est-ce que vous avez vu un regard différent des gens depuis le sponsoring de Butagaz? Vous avez vu des retombées différentes? Je crois que c'est un ensemble. Je ne sais pas si l'arrivée d'un partenaire comme Butagaz au quotidien modifie la donne, mais ça donne de la force, ça donne de la puissance, ça donne de la confiance en soi également, parce que c'est vrai que d'avoir un partenaire national qui a beaucoup manqué aux équipes locales, c'est excessivement important. Ça donne un autre regard aussi vis-à-vis des médias, parce qu'il est clair que quand BeIN nous a lâché en race campagne au mois de septembre, on n'aurait pas eu Butagaz, peut-être qu'on n'aurait pas réussi à intéresser un autre diffuseur, parce que le fait qu'on ait un partenaire national, ça interroge, et ça fait poser des questions aux gens qui nous entourent et qui sont dans notre environnement économique. Donc sur le long terme, c'est une évidence que c'est une excellente nouvelle.
Et les partenaires, ils sont fidèles ou c'est compliqué de les garder d'une année sur l'autre? C'est excessivement, j'allais dire facile. Non, mais je crois qu'on a un taux de fidélité qui est supérieur à celui d'un couple moyen. C'est remarquable. C'est positif. C'est très positif. Non, on a des partenaires qui sont excessivement fidèles, mais pour une raison simple, c'est qu'on a du mal à les faire venir, mais le spectacle est au rendez-vous et la convivialité est au rendez-vous. On est dans une relation, comme le disait monsieur tout à l'heure, qui reste encore familiale. On n'est pas dans une espèce de méga entreprise complètement anonyme où personne ne connaît personne. Au contraire, il y a une proximité qui fait qu'on est intéressant. La seule chose qu'on puisse pas proposer à nos partenaires, c'est d'aller dans les vestiaires à la mi-temps, puisque forcément ce sont des filles, donc ça ne marche pas. Mais sinon, on le ferait avec grand plaisir. Donc on a des joueuses qui sont là au VIP, qui rencontrent les partenaires, qui discutent avec eux, etc. Donc il y a beaucoup d'échanges. Et le sponsoring féminin, finalement, est exponentiel. Alors exponentiel, tant qu'il n'est pas logarithmique, on sera déjà heureux, mais il progresse, on va dire. Il progresse pas aussi vite que nos besoins, parce que nos besoins, eux, sont exponentiels et la progression est plutôt linéaire. Donc tant mieux. Merci à tous les trois, Anne-Stéphanie, Arnaud Ponroy et Jackie, d'être venus sur ce plateau. Ces quelques exemples démontrent que les femmes sportives de haut niveau ou actives au quotidien deviennent un territoire d'expression originale pour les marques et recherchées pour leur image, la différenciation, le storytelling, le brand content, la proximité avec la cible et l'audience. Les femmes ont de l'avenir dans le sport. Il faut donc sponsoriser leurs équipes. Merci à tous.